Pourquoi pas de labour? Comment pas de labour? Qu'est-ce que le non-labour? Ça, c'est un processus très simple, et j'explique dans cette vidéo comment vous pouvez le faire. Comment démarrer, contrôler les mauvaises herbes, nourrir les plantes et garder le jardin plein. Nous sommes à la fin juillet, Homemaker Summer, dans le sud du Royaume-Uni, latitude 51, donc non, l'été n'est pas si chaud. Et comment tirer le meilleur parti de votre sol? De façon biologique, donc sans utiliser aucun intrant chimique ou synthétique, ce ne sont que des intrants naturels. Et de cette façon, l'essentiel est que vous travaillez avec la nature et les processus naturels et nous allons faire le tour du jardin. Dans cette vidéo, découvrez divers lieux et je vous montrerai différentes choses. Et la première chose que je veux vous montrer, croyez-le ou non, c'est creuser un trou. Alors, que se passe-t-il si vous ne creusez pas? Comment le sol reste-t-il ouvert et structuré et comment les racines des plantes y pénètrent-elles? Voici un exemple. J'ai creusé un trou plus tôt ce matin pour illustrer et ce trou ne fait pas plus d'environ 1 pied de profondeur, soit 12 pouces 30 cm. J'ai gardé ensemble les mottes de terre extraites, ce qui permet de voir un profil et de comprendre ce qui se passe. Donc une fois par an, j'ajoute environ 1 pouce. C'est difficile d'être précis, mais c'est ce genre de quantité de nouveau compost sur toutes les planches, peu importe ce que je vais cultiver. L'essentiel, c'est de nourrir le sol, pas de nourrir les plantes. Il s'agit surtout de ne pas penser en termes d'engrais et d'intrants synthétiques, mais de laisser faire la nature tout simplement. Ainsi, avec le temps, cela est absorbé par la vie du sol. Parce que cette méthode favorise vraiment la biologie du sol et les vers de terre remontent, mangent le compost et l'entraînent vers le bas. Ils maintiennent un canal dans le sol, un canal de vers. Et c'est fantastique pour l'aération et le drainage de manière très stable, plus stable que si vous faites des labours parce que cela dure. Vous n'avez pas besoin de répéter chaque année. Si vous bêchez, alors vous êtes un peu sur ce tapis roulant où il faut recommencer encore et encore. Vous pouvez même marcher sur ces planches, car la structure est très ferme et stable. C'est la couche supérieure, qui descend jusqu'à environ 5 pouces, disons 14 cm, 12 cm. Ensuite, on descend, c'est la zone du milieu, puis la partie du bas. Donc là, on descend vers 30 cm ou 12 pouces. En bas, ici, vous pouvez voir que le sol est plus clair. Il devient de l'argile de potier. En fait, il se trouve qu'il y a un peu de gravier ou des morceaux de pierre dedans. C'est de la roche argileuse, ce qui facilite le drainage. Je reçois des retours du monde entier, de personnes sur divers sols, même sur de l'argile dense, et moi c'est très encourageant. Oui, ça marche. Un arbre demande peut-être plus de compost au début. Je vais en parler car la phase de démarrage diffère de la suite, et il y a aussi ceux sur sol très schisteux. J'en ai eu un en Irlande récemment, et ce gars disait que son sol est rempli de schiste. Il ne semble pas y avoir beaucoup de terre là-dedans, mais il fait du compost par-dessus. Les racines peuvent descendre entre les pierres, le schiste ou même l'argile, et cela s'ouvre. Et c'est ce que fait la biologie. Comme nous ne cassons jamais la terre, nous laissons ces réseaux en place, comme le réseau mycorhizien, c'est comme un système racinaire existant. Donc cette plate-bande était remplie de pois, des pois hauts, il faisait 2 mètres, soit environ 6 pieds de haut. C'est en partie pour cela que c'est très sec. Donc cette terre est vraiment dure, et je reçois beaucoup de questions du genre « Oh, ma terre est vraiment dure, je dois sûrement la bêcher ». Et ce n'est pas ça du tout. Elle est simplement dure parce qu'elle est sèche en ce moment. En été, elle est souvent dure à cause de la sécheresse, donc ne vous inquiétez pas pour ça. Vous savez, en fait, voyez-vous que dans cette motte très sèche, plutôt argileuse, il y a une racine de plante des pois, donc on peut voir de petites racines dans toute cette terre. Elles sont descendues profondément et peuvent exploiter le réseau racinaire existant, le mycélium. Le mycélium, les filaments aussi, c'est exactement ça. Et les plantes, à la lumière du soleil, font la photosynthèse. Elles amènent le carbone issu de la photosynthèse dans le réseau racinaire et le mycélium, ainsi que des bactéries grâce à la rhizophagie. Ils cherchent de la nourriture car ils n'ont pas d'autres sources. Ce sont les racines des plantes. Les plantes sont à l'origine de tout, et ce qui les fait fonctionner, c'est la lumière du soleil, qui permet la puissance, l'énergie du carbone. Donc les exudats racinaires qui sortent sont des sucres, et cela nourrit tout le mycélium dans le sol. En échange, ils puissent nutriments et humidité, atteignant des cavités et sols inaccessibles aux racines. Donc ici, il y a une racine de pois. J'ai remarqué qu'elle est assez grosse et qu'elle devient plus fine en descendant. Vous savez, une structure racinaire classique,
Vous pouvez voir comment tout cela s'est très bien développé sans labour, même dans un sol lourd. Nous allons donc voir maintenant comment maintenir cette fertilité remarquable avec une planche sur laquelle j'ai récemment étalé du compost. C'est nourrir le sol. Et après plus de 40 ans à faire cela, j'ai découvert que la meilleure façon, du moins dans un climat tempéré, de nourrir la vie du sol, c'est bien cela en fait. Il ne s'agit pas de nourrir le sol, mais sa vie. Principalement, il s'agit un peu de nourrir le sol avec des nutriments. Dans le compost au-dessus, il est fait maison, il a un peu moins d'1 an. On maîtrise désormais bien la fabrication du compost ici. C'est plutôt de la bonne matière, mais je ne l'utilise pas. Ça ne me dérange pas. Il y a des petits morceaux de bois, donc on ajoute en fait des morceaux de bois au processus de compostage. Et ça aide à garder de l'air dans le tas. Regardez ma vidéo sur le sujet pour découvrir des conseils pratiques pour réussir facilement votre compost. Voici le résultat final avec quelques vers de terre. En fait, j'ai remarqué en légalisant ce matin ce qui est super, et vous pouvez étaler du compost avec des vers de terre. Cela montre qu'il est mûr. Les oiseaux les mangent ou ils vont temporairement au sol. Ce sont les petits vers rouges, Acinia foetida, vers de fumier, tigré et de pêcheur. Ce sont différents mots pour le même vers, et ils sont petits. Ils ne travaillent pas beaucoup le sol. Ceux que je veux vraiment encourager ici, je veux dire, bon, il y en a un, je viens juste de l'attraper. Non, ils disparaissent, ils ne traînent pas, ils n'aiment pas la lumière, ces petits vers rouges. Non, les vers aiment la lumière, donc il vaut mieux les couvrir car ils cherchent à descendre. Les vers de terre sont de gros vers d'odus, Lumbricus terrestris, des vers roses, un type de vers différent, et ils vivent jusqu'à 8 ans et créent ces galeries permanentes. Ils remonteront à la surface quand il fait humide. Il fait assez sec actuellement, donc le sol doit être humide pour que cela fonctionne. Et normalement, je n'étalerai pas de compost à cette période de l'année, en plein été. La plupart du temps, on le fait avant l'hiver, en fait, et ça marche vraiment bien parce qu'on a les plates-bandes dégagées. Vous pouvez étaler le compost. Et cela met en évidence le fait que le compost n'est pas un engrais, ce n'est pas une nourriture soluble dans l'eau, parce que nous mettons le compost en surface. Disons fin novembre, décembre, la pluie le traverse, beaucoup de pluie. Et puis oui, au printemps, vous semez vos graines, plantez vos plants, et ils pousseront abondamment. Comme vous pouvez le voir, tout cela provient du compost étalé il y a environ 8 mois ou plus, qui a été lessivé par beaucoup de pluie. Et cela montre que les nutriments, tels qu'ils sont de toute façon, ne sont pas solubles dans l'eau. Et il y a plein d'autres bonnes choses dans le compost. On a aussi ici un peu de compost de champignons en dessous. Cela montre la profondeur. Comme voici l'original, là où le sol devient sec. Ici, il y avait des carottes. En fait, cela répond à une autre question. Avec la culture sans labour, comment les racines descendent-elles? Donc ces carottes ont été récoltées ici ce matin. Et il y a différentes variétés. Lila, Luzang et Nan, qui est l'une de mes carottes préférées. Parfois, elles tombent. Ce n'est pas grave. Tu en as 2. En général, la plupart constatent cela avec la méthode sans labour. Les carottes poussent vraiment bien, le persil aussi. La partie difficile, c'est de les arracher parce qu'ils s'enracinent si profondément. Pas d'inquiétude à avoir, sauf peut-être la première année avec du compost sur un sol dense. Ils n'iront pas soudainement, très profondément, mais leurs racines, oui. Les carottes et les pommes de terre ont des racines qui peuvent s'enfoncer profondément. Les pommes de terre s'accumulent souvent en surface dans le compost, alors nous ajoutons du compost dessus pour éviter qu'elles ne verdissent. Donc c'est sans labour, juste quelques variations, mais le principe c'est le compost. Et pourquoi cela? J'ai découvert en commençant que je suivais une dame nommée Woostut dans le Connecticut qui recommande d'utiliser du foin. Grand succès. Et puis j'ai réalisé que son climat est sec, contrairement à ici. Donc j'ai eu beaucoup de limaces. Et ceci est un paillage de surface qui n'abrite pas de limaces. Très efficace pour cela. Et aussi, comme vous ne perturbez pas la vie du sol, vous permettez à l'écologie du sol de prospérer, comme les coléoptères qui mangent les œufs de limaces. Nous allons donc maintenant explorer un peu plus la comparaison entre le bêchage et le non-bêchage. Avec le temps, la méthode sans bêchage rend-elle le sol dense et lourd et doit-il être ameubli pour l'aérer? Comment le savoir? J'ai fait une expérience.
Les tout premiers 2 planches que j'ai faites en arrivant ici, c'était un espace vide plein de mauvaises herbes, d'herbes, de pâturage, de mauvaises herbes, et j'ai créé 2 planches. Planches bêchées et non bêchées, côte à côte, même dimension, même quantité de compost, fin 2012. Donc celle-ci, je l'ai bêchée, j'ai mis du compost dans la tranchée, bêché, fait une tranchée. Au fur et à mesure, j'ai enterré les mauvaises herbes, retourné la terre. À ce moment-là, celle-ci simplement. Je n'ai même pas utilisé de carton, en fait, parce que j'en avais une quantité suffisante. J'ai mis 20 cm de compost, dont beaucoup de vieux caramels. Vous savez ce qu'est le compost ? Le compost est tout ce qui est partiellement ou totalement décomposé. Vous avez donc de nombreuses options pour en trouver. La matière organique serait une bonne façon de le dire pour la culture sans labour ou pour la culture en général. Vous savez, pour faire pousser de bons légumes, il faut une bonne quantité de matière organique de qualité. Donc chaque année, celui-ci reçoit 2 brouettes de plus en décembre et celui-là a 2 brouettes qui sont enfouies chaque décembre. Chaque année, je creuse là. Ça fait maintenant 13 fois que je creuse chaque année. Ici, je ne laboure pas. Beaucoup plus facile, moins de temps nécessaire, la même quantité de compost par-dessus et vous pouvez voir les mêmes légumes. La croissance des cultures est similaire, avec quelques variations entre les parties des planches selon l'historique. Il y avait des poids très vigoureux à l'extrémité là-bas, près de la caméra, et en fait ils étaient plus forts sur la méthode sans labour, ce qui signifiait qu'il y avait il y avait un léger résidu de limace qui avait terminé sur celui-là parce que les pois avaient fini plus tôt, ce qui a affecté les choux à leur début de croissance. Des petits détails comme ça, mais dans l'ensemble, le tableau est le même pour les 2 planches, même plante avec 2 cultures par an. Tout ce que vous voyez ici est une deuxième plantation, donc nous avons déjà récolté sur cette planche qui fait 15 par 5 mètres, soit 5 par 16 pieds. Nous avons eu cette année 54 kilos, soit 115 livres, déjà beaucoup de légumes, et celle-ci 52, donc celle-ci est un peu en retard cette année jusqu'à présent. Sur 12 ans, les totaux, quand on fait la moyenne, si on additionne tout sur 12 ans, divisé par 12, 93 kilos par an pour la plate-bande bêchée, 105 pour la plate-bande sans bêchage. Donc plus de 10 kilos d'augmentation en travaillant moins. Pourquoi ne pas apprécier le sans-bêchage? Il offre tant d'avantages, comme un meilleur drainage. Je peux venir même par mauvais temps, marcher partout et pousser une brouette. Ça ne fait pas d'ornière. Et t'as une bonne structure qui reste même par temps sec comme en ce moment. Nous arrosons à la main, mais juste avec ce tuyau et ça suffit pour un demi-hectare. On arrive tout juste à suivre. C'est en partie parce que la culture sans labour retient vraiment bien l'humidité. Les gens me demandent souvent, tu n'aères pas le sol? Il y a beaucoup de fausses informations qui circulent. Les gens finissent par croire devoir agir ainsi, car ils l'entendent souvent. Répété fréquemment, on finit par y croire et penser que c'est vrai. Je pense simplement que ce n'est pas vrai. Par exemple, je fais un essai là-bas, je l'appelle l'essai des 3 bandes, et il y a 2 bandes qui sont pertinentes pour cette discussion. L'une d'elles est labourée chaque année. Nous ameublissons et aérons le sol avec une fourche sans le retourner. Ensuite, on dépose la même quantité de compost sur la bande voisine, sans la toucher ni la bêcher. Donc la seule variable, il faut toujours isoler une variable si on veut en savoir plus, donc la variable, aucune bêche ni fourche. Et sur plus de 10 ans, devinez quoi? Je veux dire, je ne sais pas quels seront les résultats, mais on continue simplement à additionner. Vous voyez la tendance sur 10 ans, 7% de récolte en moins là où on fourche le sol. Pourquoi? Peut-être parce que en fourchant, ce qu'on ne mentionne pas, c'est qu'on casse le réseau mycélien et qu'on perturbe beaucoup la vie du sol, qui aide en réalité les racines de vos plantes à trouver la nourriture et l'humidité nécessaires. Avec ces principes de base de non-perturbation minérale sans labour, en nourrissant la surface au moins une fois par an, vous maintenez le sol dans un état sain et fertile en permanence. Et cela vous donne une énorme liberté en termes de ce que vous pouvez faire dans votre jardin, par exemple. Ici, une autre expérience que je mène est la non-rotation. Donc, dans cette plate-bande, j'ai cultivé des pommes de terre chaque année depuis 11 ans. C'était la 11e année de la récolte 2025 et la récolte cette année était de 44 kilos de cette rangée jusqu'au filet blanc. Et c'est en fait la moyenne sur 11 ans.
Mais ce que je remarque, encore plus que ces chiffres, c'est simplement la santé générale et le bien-être des plantes de pommes de terre. Je garde même mes propres pommes de terre de semences. En fait, je mets de côté quelques pommes de terre pour les planter au printemps suivant. Cette variété, récoltée dès mi-juillet, se conserve si bien qu'on peut en manger au printemps suivant. Il y a donc beaucoup d'avantages, mais je ne ferai pas exprès de ne pas faire de rotation. C'est juste un essai pour voir. Et le message, c'est que ça n'a pas tant d'importance. Parce que la préparation des planches en culture sans labour est tellement simple et directe, parce qu'il n'y en a vraiment pas. La surface est toujours bonne pour semer des graines ou planter. Et ici, il y avait de la laitue ce printemps, et c'est un autre essai sans rotation. C'était la 9e année de culture de laitue sur cette ligne, où l'on voit désormais des betteraves et la récolte de feuilles de laitue. Nous récoltons chaque semaine des feuilles de laitue sur les mêmes plants pendant 10 à 12 semaines, et cette année, la récolte a été de 10 de plus que le chiffre le plus élevé que j'ai jamais enregistré. Je pense que c'est principalement dû à la météo, vous savez, il y a ces variations météorologiques, mais les plantes ont toujours été vraiment en bonne santé pendant ces 9 années, et nous avons récolté 77 kilos de feuilles de laitue sur cette bande, qui fait 6 mètres et demi de long sur 12 mètres de large. Chaque planche fait 12 mètres de long sur 4 pieds de large, et il y a 3 bandes, donc chaque planche dans les 3 bandes fait 2 mètres de long. Je les vois surtout comme une longue ligne pour ce qui y pousse. Donc j'avais ces plants de betteraves il y a 1 mois et la laitue était encore en train de produire. Alors je me suis dit, waouh, il y a un peu de place là. Parce que on continue d'enlever les feuilles extérieures de la laitue. Alors on les met entre les laitues, entre les rangées de laitue, et entre chaque laitue, il y a 4 rangées de betteraves là. Ce n'est pas aussi régulier que ça aurait pu l'être, simplement parce qu'il y avait des laitues sur le chemin, on pourrait dire. Mais en fait, regardez comme elles ont bien poussé, ça fait 1 mois qu'elles sont en terre, et il y a beaucoup d'avantages à cela. L'un des avantages, c'est que, vous savez, on arrose déjà les laitues de toute façon, donc une partie de l'eau va aussi aux betteraves. Donc 2 choses se passent en même temps si vous utilisez des couvertures. Derrière moi, il y a une planche où il y a des choux de Bruxelles. Et cette planche a déjà eu beaucoup de carottes cette année. Donc cela montre la forte fertilité, et on dit souvent que les carottes. Évitez de mettre du compost ou du fumier avant de semer, cela les affecte. C'est complètement faux. En gros, non, oubliez ces dictons. Jetez-les par la fenêtre, mettez-les sur le tas de compost. Il y a tellement de choses comme ça que vous entendrez et auxquelles vous n'avez pas besoin de prêter attention. Et grâce à cette logique, vous bénéficiez d'une fertilité forte et saine. Cela se confirme aussi car dans ce même lit sans nouveau compost poussent maintenant des choux de Bruxelles. Selon le folklore, les choux de Bruxelles sont des plantes gourmandes. Ils ont besoin d'un bon apport de fumier, de compost ou d'engrais si vous en utilisez, ce que je ne ferai pas. Donc ils poussent dans la même terre que nous avons utilisée, des carottes fantastiques à la croissance équilibrée, avec de belles feuilles et racines comme dans l'autre plate-bande. Nous cultivons aussi de superbes choux de Bruxelles. Vous savez, c'est simple, direct, rapide et facile. 2 autres choses précieuses se produisent grâce à la culture continue comme celle-ci. Ce n'est pas que cela épuise le sol. Vous savez, on dit parfois à tort que le sol a besoin de repos. En réalité, les microbes dans le sol pendant la saison de croissance comme celle-ci, pas en hiver mais en été, ils veulent la nourriture provenant des racines des plantes. Donc en fait, le fait de superposer les plantes comme ceci, ce qu'on appelle l'interplantation, signifie que vous avez cette culture continue. Il y a très peu d'écart entre la fin d'une parcelle et le début d'une autre. L'autre grand avantage, c'est qu'il y a plus de nourriture, tellement de nourriture qui en sort. Une petite surface comme ces plates-bandes d'essai produit 100 kg de nourriture par an. Cette zone ici, et c'est sur 3 bandes, parce que c'est une zone d'essai, je tiens des registres, et elle fait 9 mètres de long, environ 30 pieds, et 6 mètres 50 de large, soit environ 20 pieds. Et sur 10 ans, la moyenne a été d'environ 360 kilos de récolte. Et c'est une récolte émondée. Des légumes prêts à cuisiner. Pensez à combien vous pourriez manger en une année, vous savez, à partir d'une surface pas très grande. C'est environ 1/4 de la taille d'un allotissement britannique classique, que je trouve trop grand. En fait, quand on cultive comme ça, on n'a pas besoin d'un allotissement de taille complète. Je dirais que petit, c'est beau avec la méthode sans labour. Faites simplement 1, 2, 3, 4 planches. Surtout si vous débutez, commencez par une seule planche. Regardez mon cours pour débutants, il vous guide à travers ces étapes simples pour vous lancer. Puis voyez où cela vous mène.
Alors, qu'en est-il des mauvaises herbes quand vous débutez? Le début, c'est vraiment la grande question. Vous savez comment commencer? Non, bêcher et préparer le jardin, c'est trop. Vous n'arrachez jamais les mauvaises herbes, vous les couvrez simplement. Il faut donc bloquer un maximum de lumière. Certaines mauvaises herbes, comme le liseron ici, je vais vous montrer comment les contrôler. En plus de cela, elles traversent le paillis initial. Donc ce libre, par exemple, nous l'avons fait en janvier, maintenant c'est juillet, 6 mois plus tard. Et il était plein de renoncules rampantes, de pissenlits, de liserons des champs, de liserons rampants, qui fleurit maintenant en rose partout dans le jardin, comme derrière moi et juste là, autour de l'étang. Cela montre combien il y en a dans le sol ici et influence surtout la manière de continuer plus que celle de commencer. Parce que pour contrôler les mauvaises herbes vivaces et vigoureuses, ce n'est pas comme une religion où il ne faut jamais déranger le sol, car ce n'est tout simplement pas pratique ni faisable, et il faut le déranger un peu pour enlever certaines de ces mauvaises herbes. Pas la grosse racine en dessous, mais la nouvelle racine qu'elle a produite, donc j'y vais. Ici, je déplace seulement le compost ajouté. Nous avons mis environ 12 cm, soit 5 pouces de nouveau compost, et je cherche juste à couper le liseron re. Et c'est tout ce que je peux retirer à ce stade. D'ailleurs, c'est très bien pour le compost. Je mets tout ça sur le tas de compost, donc j'y passe régulièrement. En fait, je ne l'ai pas fait assez longtemps, et si tu arrives à en retirer suffisamment, ça se casse tout seul. Parfois, tu entends un craquement plus profond, et là, juste ici, je vais l'enlever pour que tu puisses voir un gros, tu sais, regarde, oh oui, ah, rauque, ah non. C'est intéressant, en fait, parce que en dessous de ce compost, il y a du carton. Et il y a eu un moment où le liseron essayait de pousser et ne pouvait pas atteindre la lumière du jour à cause du carton. Mais le carton ne dure pas éternellement et c'est pourquoi je pense qu'il s'enroule ici. Les racines, plus profondes, se sont enroulées sous le carton et ont soudainement réussi à le traverser. Donc tout cela, encore une fois, c'est bon à composter et aussi bon à enlever, parce que cela prend de l'énergie à ce que j'appelle la racine mère, la racine plus profonde, celle qu'on ne voit jamais et qu'on n'enlève jamais. Et c'est ça la partie sans labour, donc vous n'essayez jamais de déterrer ces mauvaises herbes difficiles. Les racines herbeuses et filandreuses qui bougent et surgissent soudainement. Et si vous les voyez, il n'y a rien qui remplace ce retrait régulier. D'après mon expérience, la première année, il suffit d'1 an pour se débarrasser du chien-dent, 2 ans pour cette liseron, et je vous lirai une citation à la fin d'un gars qui s'est débarrassé de la prêle en 3 ans, encore une fois grâce à un retrait régulier. D'accord, ça semble être beaucoup de travail, mais en fait, ça vous fait économiser énormément de travail par la suite. Nous faisons peu de désherbage avec la méthode sans labour, une fois les mauvaises herbes vivaces éliminées. Les mauvaises herbes annuelles dépendent du compost utilisé. Est-ce qu'il y a des graines de mauvaises herbes dedans ou pas? Mais s'il n'y en a pas trop, alors vous aurez très peu de mauvaises herbes à enlever. Je suis très strict sur le désherbage. Je n'ai tout simplement pas besoin de le faire très souvent parce que je ne veux pas que des mauvaises herbes montent en graines. C'est ça l'essentiel. 1 an de semis, 7 ans de désherbage. C'est bon à garder en tête. Je l'ai vécu, alors restez vigilants, retirez les mauvaises herbes dès qu'elles sont petites. Il y a un dicton qui dit « binez vos mauvaises herbes avant même de les voir ». C'est un peu fou, mais c'est presque vrai. Cela vous met aussi en contact avec votre jardin. Faire un peu et souvent, c'est la meilleure approche. Et ici, nous avons une généreuse couche de compost en surface, qui non seulement supprime les mauvaises herbes la première année, mais nourrit aussi la vie du sol et les plantes. Mais ce sont des framboisiers qui ont été plantés en février, il y a 5 mois. Vous voyez, ils commencent à produire, il y a de très belles framboises. Il y a un pied de vigne derrière moi. Et à l'avenir, si on continue à bien s'en occuper, ce que nous ferons, dans 2 ans, il n'y aura plus de liseron. Au cas où vous vous poseriez la question, c'est une plate-bande spéciale, uniquement pour les framboises, parce qu'elles sont très envahissantes, elles se répandent partout. Il y en a une juste là, je ne sais pas si vous la voyez bien, mais vous savez, c'est une nouvelle pousse de framboisier. Et je garde juste le côté en bois temporairement. En général, je ne recommande pas d'utiliser les côtés en bois. Vous savez, vous pouvez le faire si vous voulez, mais ça s'est déjà tellement affaissé. On l'enlèvera ensuite, mais comme c'est du carton sur le bord, creuser ne changera rien.
Il faut une zone sans mauvaises herbes autour de votre plate-bande, sinon elles reviendront. Je vous ai amené ici parce que cela illustre bien le processus de mes débuts au printemps 2013. La photo de février cette année-là montre cette plate-bande, aujourd'hui remplacée par le maïs doux. Et je mets du compost sur l'herbe, les mauvaises herbes, les renoncules, ces chardons, un peu de tout. Mais je n'utilise pas de carton. Et c'est parce qu'en fait, je n'avais plus de carton, car je faisais toute cette zone immédiate ce premier printemps. Et oui, il faut beaucoup de carton, mais c'est une seule fois. On ne met pas du carton chaque année. C'est juste pour pailler, étouffer les mauvaises herbes existantes. Et même si elles ne meurent pas toutes, comme on l'a vu avec le liseron. Ensuite, tu continues à les enlever à la truelle. Et j'ai vraiment dû le faire là-bas. Avec les chardons, ces chardons rampants, ils continuent simplement à ramper et à pousser. Et je les enlevais très souvent. Même moi, j'ai douté. J'avais aussi du chien-dent ou de l'herbe couchée là-bas qui revenait toujours. Je me dis juste, oh, est-ce que ça va vraiment marcher un jour? Est-ce qu'ils vont s'arrêter? Eh bien oui, ils s'arrêtent soudainement. Et c'est ce moment magnifique que l'on voit tout à coup. En fait, il n'y en a plus car la racine s'est usée. Donc, il ne s'agit plus que de récolter. Et c'est une façon bien plus belle de jardiner que de devoir lutter contre les mauvaises herbes. Et alors, si vous bêchez en ce moment, comment passer au jardinage sans bêchage? Peut-être? Eh bien, c'est très simple. Il suffit de stopper tout travail du sol, comme le bêchage ou le labour, et de pailler avec n'importe quelle matière organique considérée comme nourriture pour les organismes du sol. Dans la nature, cela se produit avec les feuilles mortes ou les herbes des pâturages en fin d'été. Et ce genre de choses. Ensuite, toute cette matière est recherchée et incorporée dans le sol par toute la biologie présente dans le sol. C'est donc ce que nous cherchons à imiter. Il s'agit de copier la nature, et voici le résultat. On constate une incroyable abondance. Et si votre climat diffère, et je reçois de très bons retours à ce sujet sur YouTube, principalement. Je suis aussi sur Instagram, beaucoup de commentaires là-bas, par exemple du Chili, et aussi sur YouTube. Une dame de Floride dit qu'elle fait cela depuis 5 ans et que ça fonctionne à merveille. Dans un climat très différent et un sol souvent sablonneux dans de vastes zones de Floride, un Malaisien m'a rendu visite et a dit « Waouh, c'est vraiment une excellente méthode ». Parce qu'ils reçoivent de fortes pluies tropicales qui frappent la surface. Et si vous avez labouré le sol, cela l'a rendu mou et meuble. On a dit aux gens que c'est ce qu'ils voulaient, mais c'est détruit par la pluie. Ils doivent le retravailler pour éviter la formation d'une croûte en surface, a-t-il dit. Avec son compost en surface, ça reste souple, pas de souci à ce niveau-là, et il peut faire du compost en 6 semaines, parce qu'il est dans un climat tropical. Donc, vous savez, on adapte certaines choses en fonction de l'endroit où l'on se trouve dans le monde, mais c'est une approche très universelle. Qu'en est-il de la possibilité de pratiquer la culture sans labour à plus grande échelle? Cette méthode peut-elle nourrir le monde? Et la réponse est oui. Ce serait possible si suffisamment de personnes avaient accès à la terre, car il n'en faut pas beaucoup pour vraiment cultiver, comme ici. Je cultive un demi-acre, soit environ 2000 mètres carrés, et nous vendons environ 35 000 livres sterling de nourriture par an, probablement plus cette année en fait, et cela tout en nous nourrissant nous-mêmes. Ces méthodes permettent de produire beaucoup de nourriture sur une petite surface. Mais si vous augmentez l'échelle et si j'essayais de faire cela sur un acre, ce serait évidemment 2 fois plus de travail. Et il serait difficile de vendre mes cultures à plus forte valeur ajoutée, comme actuellement. Donc je vends plus de légumes-feuilles, comme des salades, et si vous voulez cultiver davantage pour vendre des choses comme des pommes de terre, du chou, des carottes, des betteraves, ce sont des cultures à plus faible valeur ajoutée. Et ce n'est pas si facile d'en vivre, quoi que cela veuille dire, sans trop entrer dans l'économie, une économie très faussée que nous avons en ce moment. Comme beaucoup, ils consacrent la majeure partie de leur temps à payer le loyer et après les factures d'énergie, il leur reste très peu.
Donc si vous pouvez cultiver votre propre nourriture, c'est un autre revenu. C'est comme ça que je le vois. Parce que quand vous cultivez votre propre nourriture avec cette méthode, vous gagnez en santé. Et ça, on peut dire que c'est plus important que l'argent. Vous êtes en contact avec les microbes d'un sol vraiment sain. Les microbes du sol ressemblent beaucoup aux microbes intestinaux, améliorant ainsi continuellement votre santé. L'intestin constitue 25% du cerveau et 80% du système immunitaire. Je me sens bien, mais à 66 ans, je sens parfois mon âge. Mais en général, manger une bonne quantité de cette délicieuse nourriture me permet de rester en contact avec la nature. Et vous pouvez faire pareil. Et puis, juste au début, j'ai sorti ce commentaire, un joli commentaire que j'ai reçu sur YouTube à ce propos. Au fait, j'ai du mal à suivre les commentaires en ce moment. Plus de 12 ans à faire du YouTube. J'ai lu tous les commentaires et répondu quand c'était approprié. En ce moment, je suis très occupé à écrire un autre livre, donc excusez-moi si je ne réponds pas tout de suite à votre commentaire. Ce gars-là commente souvent, il s'appelle « Je suis juste de la poussière d'étoiles du Canada, je suis sûr qu'il verra ça, et salut ». Donc ce qu'il a dit, c'est « J'ai regardé et commenté sur ta chaîne pendant toute une année. Avant de commencer mon propre petit lit de 6 pieds, soit environ 2 mètres, j'étais très hésitant à en commencer un. Et finalement, j'ai commenté que je continuais à repousser mon jardin, et tu as répondu « Vas-y, fonce ». Et il a dit « C'était il y a 5 ans, et je me souviendrai toujours de ces 2 mots. Maintenant, j'ai un immense jardin en permaculture, et je commence à vendre sur mon marché local. Donc simplement commencer petit peu, débloquer tout ça. Ça peut aussi marcher pour vous. Il suffit d'essayer un peu. N'ayez pas peur d'échouer. On subit beaucoup de pression pour nous effrayer, pour craindre différentes choses. Acceptez un peu l'inconnu, faites confiance à la terre, cultivez ce que vous voulez manger et profitez du voyage.